toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va parler Bitcoin. Dans cette vidéo, on va parler aussi Ethereum, S&P 500, journée catalysante, beaucoup de volatilité attendue, bien évidemment, 14h30 par rapport aux chiffres de l'inflation, notamment aux États-Unis. On va en parler ensemble. Est-ce qu'on peut potentiellement essayer de profiter de cette volatilité? Comment on pourrait éventuellement l'encadrer? On va bien sûr en parler dans cette vidéo. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. Avant de parler de technique, avant de parler de Bitcoin, j'aimerais qu'on fasse rapidement le tour par rapport aux dernières news qu'on a vu passer tout au long du week-end et notamment ce début de semaine, notamment lundi, parce que beaucoup de news, pas forcément catalysantes, puisque, comme vous l'observez comme moi, le marché n'a strictement rien fait. On est toujours dans un espèce de triangle de contraction ici. On fait des creux toujours plus bas que les précédents, mais des hauts toujours plus hauts que les précédents. Dès lors, on est en train de comprimer la volatilité dans l'attente d'une résolution. Cela n'empêche qu'on a des news qui commencent à tomber. Ici, SBF veut créer une nouvelle entreprise. L'objectif, rembourser tous ses créanciers. Quelques heures plus tard, nous avons cette news, la crypto-monnaie Sam Bankman-Fried arrêtée aux Bahamas à la demande des États-Unis. Donc la news suivante annule la précédente généralement. Hein. Donc ça peut être considéré comme une bonne news, c'est super, toujours un bon samaritain. Non, c'est pas un bon samaritain, peut-être qu'il essaye juste de ne pas se faire fusiller. Donc il va éventuellement maintenant être remis probablement à la justice américaine pour répondre de ses actes. D'autres news qui sont passées exclusifs. Le département de la justice des États-Unis est divisé sur la charge des Binance, alors que le monde de la crypto vacille selon des sources Reuters. Donc là, c'est vraiment un papier à charge contre Binance. Donc, pour être tout à fait franc, je l'ai vu pas mal passer sur le Discord et pas mal sur les réseaux sociaux. On est en train de ressortir des rats-morts des placards. Hein. C'est un truc qui date de 2018, cette histoire de blanchiment. On y était comme si c'était hier, et clairement, c'était des gros FUD qui n'ont pas empêché de faire quoi? De nous proposer un espèce de bull market, mini bull market si vous le souhaitez, de 2018 jusqu'à mi-2019. C'était assez foudroyant, hein, parce qu'on était clairement là-dedans. Hein. On était là quand il y avait les FUD de blanchiment d'argent. Et c'était pas des FUD qui dataient d'il y a 3 ans, c'était des FUD qui dataient de maintenant, si vous voulez. D'ailleurs, le cours a pris, ne nous abusons pas, 300%. Et puis Binance n'était pas, entre guillemets à l'époque, n'était pas un petit exchange. C'était déjà un exchange qui prenait beaucoup de puissance et beaucoup de place. Parce que les frais étaient sans commune mesure moins élevés que chez Coinbase ou Kraken ou d'autres exchanges à l'époque, évidemment. D'accord? Ça, c'est super important. Donc on est en train de ressortir pour, entre guillemets, j'ai envie de dire, alimenter, si vous voulez, cet état d'esprit très négatif. Ça marche plutôt pas mal puisque ça a beaucoup été relayé. Derrière, réponse évidemment de Binance. Donc là, je ne suis pas sur Reuters, je suis sur investing.com, mais c'est relativement ce qui a été partagé. Je vais vous le faire très rapidement. Certains procureurs estimeraient qu'ils disposent de preuves irréfutables pour agir en manière agressive contre Binance et déposer des accusations criminelles contre ses dirigeants, y compris le fondateur Changpeng Zhao, surnommé CZ. Alors c'est toujours extrêmement difficile d'attaquer une entreprise qui a son siège social sur Jupiter ou sur la Lune, parce que encore aujourd'hui, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'il est le siège social entre guillemets mondial de CZ. Un coup c'est Dubaï, un coup c'est je sais pas trop quoi, un coup on va peut-être mettre un siège européen en France, et peut-être pas, et puis on sait pas vraiment, et puis lui, peut-être qu'il fait des Skype directement sur la Lune, on sait pas trop. Hein, donc déjà, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, rappelons qu'il s'agit ici d'une enquête qui a commencé en 2018, mais qui sans aucun doute a pris de nouvelles importantes suite au choc de la faillite d'FTX. Évidemment, battons le fer tant qu'il est chaud. C'est très politisé. Ce qui est très politisé est toujours géré dans l'urgence. C'est comme ça qu'on vous fait passer des lois qui sont normalement inconcevable. Allez regarder si vous vous êtes fait vacciner, pas vacciner, parce qu'on est dans une pandémie mondiale, et c'est des lois qui arrivent à passer. Vous obligez à mettre des masques ou à porter des masques, sinon vous prenez des prunes, de remplir des papiers sur l'honneur pour aller vous déplacer, pour aller chercher une bouteille de Coca-Cola ou un sandwich à la boulangerie, et ça, ce sont des choses qui peuvent fonctionner uniquement dans des cas d'extrême urgence. Et donc, toujours, les politiques battent le fer tant qu'il est chaud. Il y a aussi, cependant, les sources du Reuters ont aussi dit que d'autres procureurs ont plaidé en faveur de la retenue dans l'attente d'éventuelles preuves additionnelles. Mais ça fait 4 ans qu'on les attend, ces preuves additionnelles. Donc, à un moment donné, soit on les sort pas. Donc, pour moi, gros FUD en majuscule. Binance répond dans un tweet, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer, je vous le résume très rapidement. Reuters a tort à nouveau. Ajoutant maintenant, ils attaquent notre incroyable équipe d'application. Enfin, on ne va pas faire le politiquement correct, comme on dit, mais Reuters a tort à nouveau, évidemment. Donc pour moi,
unique FUD, ça a beaucoup été relayé, pas de problème. J'ai eu ici quelques commentaires dans ce sens-là sur YouTube comme sur le Discord par rapport à des preuves de le proof of reserve qui n'est là que pour essayer de redonner une forme de confiance par rapport à ce marché. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que Tether va tomber? Parce qu'il y a des trucs qui sont en train de sortir comme quoi SBF avait mis en place un mécanisme avec Bitfinex qui est derrière Tether. C'est très compliqué. On voit que Coinbase passe tout en USDC. On voit que Binance passe tout en BUSD. On voit qu'il y a de moins en moins d'appétence par rapport à ce stablecoin Tether qui nous a quand même bien sauvés. Jusqu'à preuve du contraire, il y a encore quelques années, puisque si ça n'avait pas été là, bah pour le coup, on aurait peut-être beaucoup moins spéculé et ces hausses comme ces baisses auraient peut-être été moins volatiles par rapport aux traders, bien évidemment chevronnés. Je rappelle que 95% des traders perdent l'intégralité de leur capital d'investissement en moins d'un an. Et un adage que je rappelle également dans ces périodes qui sont très émotives par rapport, alors plutôt négatif ici, mais ça marche dans les deux sens, que ce soit très positif ou très négatif. Généralement, un trader amateur perd 90% de son capital en 90 jours. Voilà, c'est très important, faites très attention par rapport à ça. Donc Mazars affirme que les réserves Bitcoin des utilisateurs sur Binance sont entièrement garanties. Ok, c'est titré. Ils n'ont fait que des audits uniquement sur les réserves en Bitcoin. Donc on part du principe qu'aujourd'hui, Binance a 102% de Bitcoin vis-à-vis de ses clients qui ont déposé des Bitcoins sur son échangeur. Beaucoup sont partis, évidemment, beaucoup de Bitcoins sont partis des échangeurs, mais partez du principe que ça a été, entre guillemets, garanti. Maintenant qu'on retrouve dans les papiers d'audit de Mazars, comme quoi c'est aucunement une assurance ou une garantie, comme quoi vos fonds sont complètement et 100% sécurisés. C'est normal, vous êtes une entreprise indépendante, vous allez faire une audit, vous n'allez pas dire « je mets mon nom, ma réputation et tout ce que vous voulez, et je signe d'un papier, si jamais vous avez un problème, vous venez me voir, je vous rembourse ». C'est une audit, ni plus ni moins. Hein, les banques sont auditées quotidiennement. C'est pas pour ça que s'il y a une banque qui fait défaut, qui fait faillite, ou qui malheureusement fait des choses qui ne sont pas très, comment on dit ça, très légal, c'est pas pour ça que le cabinet d'audit va déposer le bilan et va, entre guillemets, payer en dédommagement les créanciers. C'est pas vrai du tout, hein. Donc, laissons les cabinets d'audit à leur place, ils font des choses, je trouve ça plutôt bien, pour le coup. Je pense que ça aurait très probablement dû faire ça avant, mais encore une fois, eh ben, on réagit par rapport à des news catalysantes très fondamentales, et concernant FTX, plutôt lunaire pour le coup. Je rappelle celui de Bybit c'est 101%, 101%, 102%, 103%. Pareil, par rapport à Mazars vis-à-vis de Crypto.com, on avait entre guillemets des doutes vis-à-vis de Crypto.com par rapport à leurs réserves. Bon, bah là, ça a été relativement propre, donc ça a beaucoup été tweeté et beaucoup repartagé. 102, 101, 102, 106, 100, 100, 102, 102. Derrière, on peut penser que Crow de Crypto.com a pu éventuellement prendre, je sais pas, 30%, 50%. Non, pas du tout, ça continue à se déprécier, donc aucun impact sur le marché. En tout cas, ce n'est pas suffisant pour pouvoir, entre guillemets, redonner de la crédibilité par rapport à ce token qui est en train de latéraliser, qui continue à aller chercher des bas de range, haut de range, donc on voit que ce range est parfaitement délimité. Ici, vous l'avez, hein, c'est extrêmement simple. Haut de range, bas de range. Les traders achèteront les bas de range et vendront achèteront les bas de range et vendront les hauts de range, ni plus ni moins. Mais aujourd'hui, la news n'a pas été suffisamment catalysante, pour aller chercher du, je sais pas moi, plus 30%, plus 50%, voilà, ou même, voilà, un truc comme ça, ça aurait pu être éventuellement sympa. On est safe, regardez nos preuves de réserve, c'est génial. Pas de problème avec ça. Je continue juste avec une toute petite news qui est plutôt intéressante, mais là on passe plutôt macroéconomie, un Eldorado à 50 000 milliards de dollars. Beaucoup pensent, notamment Ark Investissement avec Cathy Wood, éventuellement essaye d'encadrer une possible rentrée massive de flux de capitaux qui représenterait 60% à peu près de la capitalisation de Wall Street, qui engloberait les technologies blockchain, l'intelligence artificielle et la robotique. Voilà, on parle même pas de quantique. Quantique, on était plutôt dans le live précédent, à peu près à 2060 pour nous, par rapport à des cycles de 50 ans. Donc là, jusqu'à 2030, c'est pas si loin que ça, hein, c'est 8 ans, 8 ans c'est 2 cycles pour Bitcoin. Rappelez-vous que le halving sera en 2024 puis 2028, il y aura 2 magnifiques cycles par rapport à Bitcoin et par rapport à l'ensemble, j'imagine, des technologies blockchain, et beaucoup de nos cryptoactifs préférés suivront le move. Bon, pour le coup, là, actuellement, on est vraiment dans la descente, dans la perte, dans la peur, dans la capitulation, dans le FUD, etc., mais honnêtement, et rien de plus normal de ce qui s'était passé en 2018. Je rappelle que les premières accusations de Reuters vis-à-vis de Binance, c'était pas quand Bitcoin était à 17 000 $ en 2017. Non, c'était quand Bitcoin était à 3 500 $ en 2018. C'est super important. Donc généralement, on continue et on alimente les baisses, au même titre qu'on alimente éventuellement des bonnes nouvelles pour alimenter
des hausses. Voilà, j'ai fait vraiment le tour de tout ce que je vais vous dire. Donc, moralité de comment je me positionne actuellement. Pour moi, on est sur des niveaux extrêmement bas. J'attends des retournements et des confirmations, notamment weekly, pour pouvoir réinvestir et me réexposer sur ce marché. Ça peut aller relativement vite pour moi, puisque la première, entre guillemets, confirmation d'une structure, pas en W weekly, mais une structure de ravalement haussier serait une clôture au-dessus des 17 200 $ pour venir confirmer cette énorme divergence haussière en weekly. En weekly. Donc vous voyez qu'on n'est pas si loin. Donc est-ce que je vais acheter maintenant? Non, j'attends juste une confirmation. Et si je dois racheter des petites cryptoactifs, par exemple du CRO, qui est actuellement en train de plutôt de se déprécier, voire du BNB, qui les FUD tournent beaucoup, donc ça fait un peu peur, et on vient à perdre, on a perdu jusqu'à 7% l'espace d'une journée depuis hier, ou 8% me semble-t-il qu'on a perdu. Je vais repasser en daily. Et ben ça peut être éventuellement des choses relativement intéressantes. Pourquoi? Parce qu'on ne vend pas les supports. On ne peut pas vendre les supports. Voilà, on a perdu 12%. Mais actuellement, si vous prenez un tout petit peu de recul sur le BNB, est-ce que ceci est vendable, entre guillemets? Est-ce qu'on vend des supports? Non, on achète des supports et on vend potentiellement des résistances. Donc on peut revenir tout de suite sur Bitcoin, tout simplement. Est-ce qu'on achète et on vend des supports? Bah oui, évidemment. On peut potentiellement acheter des supports. Les supports historiques actuellement sur Bitcoin, bah c'est plutôt les points bas, actuellement 15 573 $, qui sont en fait des supports dynamiques. Vous avez également des obliques, on commence à travailler dessus, on va au-dessus, on va en dessous, je vais aller sur des plus petites time frames, on le verra beaucoup mieux. Voilà, juste ici, on avait tracé ces petites obliques-là, donc on vient rebondir dessus, on vient chercher la neutralité, puis derrière, on vient breaker, on vient pas chercher, entre guillemets, notre petite oblique fantôme, qu'on décuple, mais ça veut pas dire qu'on ne peut pas y aller. D'ailleurs, on revient chercher cette petite oblique-là, et bon, bah, c'est plutôt baissier, puisque finalement, on fait le pullback. Est-ce qu'on va pas éventuellement repartir vers le bas? Bah, c'est pas complètement impossible, bien évidemment, pour aller chercher des poches de liquidité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui est un événement de liquidité. Le chiffre du CPI. Demain sera la confirmation de cet événement, avec notamment le FOMC dès 20h mercredi. Super important, hein? Pourquoi? Parce que si vous voulez éventuellement jouer ce type de situation, ce type d'événement, à ce moment-là, allez chercher la liquidité. Et on va se la faire ensemble, la liquidité, avec grand plaisir. On va rester en 4 heures et on va le donner. On a ici, très simplement, des poches de liquidité. Donc, vous avez des creux toujours plus bas que des hauts toujours plus bas que les précédents, donc on est en train de contracter. Et ici, vous avez des creux toujours plus bas, des creux toujours plus hauts que les précédents, donc on est tout simplement en train de contracter. Vous savez que vous avez des zones de liquidité de longue qui se trouvent ici, vers les 16 700 $ et jusqu'au, on peut aller un peu plus bas, voilà, jusqu'ici à peu près les 16 300 $. Vous savez que vous avez des liquidations de vendeurs à découvert qui se trouvent au-dessus des précédents lots, à peu près les 17 400, 17 500, 17 600 $ pour le très court terme, et un peu plus long terme, vous avez jusqu'à 18 500 $, ou en dessous des précédents lots, ici jusqu'aux 15 400 $. À quel moment on se positionne? Bah déjà, se positionner en plein milieu d'un range, c'est pas forcément la meilleure solution. Généralement, à l'annonce, ou très peu de temps avant l'annonce des chiffres du CPI, certaines, probablement, entités ont déjà la réponse et vont essayer de placer le cours dans une forme la moins confortable possible. En somme, on est en train de travailler très probablement des résistances ici. Donc on voit bien qu'il y a une résistance ici, une résistance dynamique. On vient pas à passer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Derrière, ce qui pourrait potentiellement être intéressant, c'est qu'on vienne flush le marché, prendre la liquidité et repartir à la hausse. Okay. Deuxième possibilité, si les chiffres ne sont pas bons, pourquoi les chiffres ne sont pas bons, soit éventuellement décevants par rapport au marché, je m'explique de façon extrêmement limpide vis-à-vis de ça, c'est que c'est très ambitieux. On va passer potentiellement de 7,7 à 7,3. Généralement, la moyenne, si vous voulez, des descentes, c'est à peu près 0,3. Là, on est à 0,4 de baisse par rapport au CPI, ce qui est plutôt ambitieux. Dès lors, si vous voyez 7,5, ce sera moins que le mois dernier, mais en dessous des estimations et du consensus du marché. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Si vous voyez 7,1, c'est une excellente nouvelle. Si vous voyez 7,6, que fait-on? Est-ce que le marché sera déçu? Est-ce que c'est quand même inférieur? Si vous voyez 7,8, bah probablement que ce sera vraiment pas une bonne nouvelle pour le coup, parce qu'il faut surtout pas que ça remonte. Mais dans ce contexte-là, vous le verrez, vous ne regardez même pas le chiffre, hein, mettez-le sur votre téléphone si vous voulez, et vous allez voir très très rapidement une volatilité. Et généralement, le premier qui bouge perd. Voilà, dans ces jauges de liquidité. Et je vais aller encore plus loin, généralement le premier qui bouge perd, derrière on va chercher une poche et puis on revient à la neutralité. Ou, dans le cas contraire, on vient chercher une poche, on repart à la hausse et puis on revient à la neutralité. C'est à peu près ça, et c'est à peu près dans ce contexte-là que le marché généralement réagit sur des, entre guillemets, des événements de liquidité. Et on l'avait déjà vu précédemment, et c'est
Ça se passe souvent comme ça. On revient à peu près à la case départ, si vous voulez. Mais après, le vrai catalyseur, ce sera le discours du FOMC, etc. Est-ce qu'on continue la hausse? Donc ce sera tout au long de la journée de demain. Et bien évidemment qu'on sera là pour en discuter. Ça, je pense que c'était super important. Deuxième chose, et je voulais pas l'oublier, on va pas forcément rester plus longtemps sur Bitcoin, puisque rien ne se passe de façon extrêmement limpide, donc on aura déjà plus d'informations demain. On va passer en weekly, par rapport à notre ami S&P 500, puisque quelque chose qui s'est passé, que peu ont été relayés, donc je trouve ça un petit peu dommage, c'est un billet en fait momentum, c'est un billet institutionnel entre la MA9 et la MA18. Il y a eu un cross en weekly qui s'est positionné il y a 2 semaines. Confirmation en weekly la semaine d'après. On n'est pas venu aliéner ou annuler, si vous voulez, ce petit cross EMA. Donc pour moi, elle est confirmée. Généralement, ça peut éventuellement nous apporter une forme de longévité par rapport à une continuation haussière, notamment sur ce marché, pour aller potentiellement voir les nouveaux ATH. Si vous reprenez un petit peu dans le passé, généralement ça fonctionne plutôt pas trop mal. Vous l'avez ici, on va pulvériser des nouveaux ATH. Vous le voyez juste ici en 2019, vous connaissez l'histoire, derrière on va pulvériser les nouveaux ATH. Donc c'est un premier signal relativement tendanciel haussier qu'il ne faut pas omettre. C'est très suivi par les institutionnels, donc c'est bullish pour le coup. Mais nous ne l'avons pas sur Bitcoin. Est-ce que S&P 500 sera oui ou non en avance par rapport à Bitcoin? Beaucoup plus volatile côté Bitcoin, mais en tout cas c'est un signal relativement haussier qu'on est en train d'observer au niveau des marchés financiers. Une chose aussi très importante, juste là, vous aviez, parce qu'on beaucoup disent, ou beaucoup d'analystes, et je les comprends, est-ce qu'on est en 2000, est-ce qu'on est en train de craquer la bulle, est-ce qu'on est en 2008? Moi je vous le dis, je pense qu'on est plutôt actuellement en 2018. Pourquoi 2018? Puisque on est en train éventuellement d'essayer de pricer une récession. Récession, il y aura ou il n'y aura pas, c'est une décision politique. À ce moment-là, les banques centrales vont très vite faire leur pivot, beaucoup plus violemment, et généralement quand on fait rapidement notre pivot, on le sait très vite et le marché a tendance à le pricer. Mais c'est à peu près ce qui s'était passé juste là. En fait, c'était en décembre. Je reste en weekly. On avait cassé les précédents lots, on avait fait une espèce de baisse assez forte juste ici en 2018, puisque le monde entier avait compris qu'on n'était pas loin de la récession. Derrière, qu'est-ce qui s'était passé au niveau des taux? Et il y avait une situation très particulière. C'était juste ici en 2018, ce qui s'était passé, c'était qu'on avait une inflation qui était repassée, vous voyez ce gros trait rouge ici, c'est l'inflation en réalité, était repassée en novembre et décembre en dessous des 2%. Or, le consensus de l'époque, vous pouvez retrouver les chiffres, avait pricé en fait une augmentation des taux avec un plateau, puisque l'inflation avait réellement baissé, et c'est pas qu'un peu, elle avait quand même bien baissé d'un mois sur l'autre, c'était assez fulgurant. Donc le consensus d'un seul coup s'était dit, ok c'est bon, la Fed ne va pas continuer à augmenter ses taux, on va rester entre guillemets sur des taux aux alentours des 2%, 2,25%, or la Fed a décidé autrement. Et en réalité, il y a une espèce de prise de conscience comme quoi, non, la Fed continuera à augmenter les taux, puisque désendettement, puisque tapering, parce que tout ce que vous voulez. Trump était là, il était pas très content, je sais pas si vous vous en souvenez, mais évidemment, je sais plus si c'était là. Trump, oui, je crois que c'était Trump qui disait ça, arrêtez d'augmenter les taux, vous pauvres fous, enfin, il y avait des choses qui passaient comme ça. C'était pas la joie entre la Fed et le gouvernement en place à l'époque. Bon, derrière, il augmente les taux, le marché flush, et très très rapidement, en réalité, on vient calmer le jeu. On garde des taux relativement hauts, mais c'était quand même très peu. On était à 2,5 à peu près. Et puis d'ailleurs, on continue à baisser. On baisse de façon très forte avec la crise du coronavirus. Et c'est dans l'action, dans la précipitation, dans l'urgence que généralement les pivots se font relativement violemment. Et vous voyez qu'on avait bien pricé, entre guillemets. On avait continué à augmenter les taux. Et le point bas, c'était fait au mois de décembre. Le point bas, c'était fait au mois de décembre. Alors que les taux continuaient à augmenter et que l'inflation était repassée en dessous des 2%. C'est important de le dire, puisqu'on y est loin en réalité. On y est vraiment loin de cette inflation à 2%. C'est relativement haut. Donc il faut regarder le CPE Core, c'est aussi très important, puisque généralement, les taux ne vont jamais au-dessus, ou nettement, de façon excessive au-dessus du PCE Core, au niveau des taux directeurs vis-à-vis de l'inflation, hors alimentation et hors énergie. Donc c'est une information qu'on doit avoir. Donc tout ça, c'est en train d'être pricé, mais partez du principe qu'au moment où on sait, je pense que c'est le plus important. Au moment où on sait qu'on est sur le plateau et que les taux n'augmenteront plus, le pivot au niveau du marché se fera à ce moment-là. Donc avant, si vous voulez, le pivot de la Fed.
en tant que tel. Mais derrière, vous aurez bien évidemment, ça ne fait pas que monter, il y a des petits retracements, bon, on va chercher le dip, ici sur le premier arrêt, est-ce qu'on achète le premier arrêt? Oui, bah, c'est plutôt intéressant d'aller chercher pile le premier arrêt, nous sommes dans une dynamique tendancielle haussière de fond, bah, derrière on va rechercher un nouvel ATH, puis un premier arrêt, puis on continue, et on vient chercher jusqu'ici un espèce de nouveau paradigme 2020, le coronavirus, c'est rien, derrière crack Covid, les banques centrales arrêtent complètement, relancent la planche à billets, vous connaissez l'histoire, et on a ce magnifique bull run qui s'est passé au niveau des cryptoactifs, etc. Et les bonnes news ont accompagné bien évidemment ce mouvement. On n'y est pas, mais au moins vous avez déjà des prémices, si vous voulez, par rapport à la construction psychologique des opérateurs de marché par rapport à la récession. Sera-t-elle forte? Sera-t-elle douce? Si elle est douce, nous avons les bottoms de marché. Si elle est forte, nous n'avons pas nos bottoms de marché. Et ce sera bien évidemment catalysé par rapport aux décisions de la Fed. Maintenant, sur des toutes petites périodes au niveau des liquidités, n'achetez pas en plein milieu de la range, soit vous voulez shorter et prenez à ce moment-là les shorts qui sont déjà là, et vous prenez un short là-dedans, soit vous prenez un long et vous vous servez des poches de liquidité, tout simplement. Donc c'est clairement comme ça, en tout cas c'est systématiquement comme ça que je faisais. Alors ça marche pas tout le temps, hein. Vous allez chercher des poches supplémentaires, avec des stops extrêmement serrés, mais les risques et récompenses sont extrêmement forts. Bien évidemment, on shorte pas dans des poches de liquidité de longue, hein. Faites très attention par rapport à ça, parce que généralement, on se fait retourner le cerveau de façon assez limpide. Soyez très vigilants par rapport à ça. On achète les bas de range et on vend les hauts de range. Donc vous avez éventuellement la possibilité de jouer pendant ces périodes de forte liquidité et potentiellement de se retrouver à point de départ, évidemment, par rapport à la fin de cette journée. Je pense que c'est comme ça que ça finira. Voilà pour ça. Rien de plus à dire par rapport à tout ça. Un joli billet momentum qui peut éventuellement nous donner une continuation haussière et un break complètement de cette petite oblique vis-à-vis du S&P 500. Est-ce que le marché crypto suivra? Probablement que oui. Probablement que oui, et dans le déni. C'est toujours la même chose. Évidemment, on le voit très bien sur notre order flow. Les gens sont plutôt baissiers. On a vraiment un funding qui est extrêmement négatif depuis plusieurs semaines maintenant. Pour le coup, les gens ont très peur. Les gens ont très peur. Et c'est généralement comme ça qu'on fait des jolis rebonds dans le déni. Et plus on sera dans le déni, plus on sera convaincu que ça va redescendre et que ça va redescendre et ça va redescendre. Bien qu'on avait en fait identifié ensemble des espèces d'objectifs qui sont tout à fait réalistes, pour des prises de profit, toujours pareil, les objectifs sont plutôt des prises de profit, on pourrait éventuellement vendre des résistances, bien évidemment, aux alentours des 19 600 $ ou 19 500 $, pas de problème avec ça, mais c'est toujours pareil, dans le déni, ça peut continuer à monter, et puis continuer à monter, et puis continuer à monter jusqu'à temps que la majorité soit convaincue que ça ne peut que monter, puisqu'en fait on a quand même perdu entre le bas, entre guillemets, où on aurait eu le temps d'acheter à plusieurs reprises, puisque vous êtes là, et vous êtes très présent sur les réseaux, aller chercher au moins un premier arrêt à plus 40%, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Pour certains, le signal haussier sera ici. Pour d'autres, c'est pas possible de continuer à aller plus haut, on peut obligatoirement aller plus bas, et on continuera à latéraliser, puisque 20% du temps, le cours est en range, et 80% du temps, le cours est en range, et 20% du temps, le cours est en tendance, et on sera vraiment dans une nouvelle tendance de flux haussier ici, dans une continuation sur des timeframes supérieurs, tout simplement. Soyez vigilants par rapport à tout ça. Pour ma part, je ne bougerai pas aujourd'hui, je ne ferai strictement rien, je serai très attentif par rapport aux chiffres du CPI et j'attendrai des vraies confirmations haussières et je n'ai absolument pas peur d'acheter beaucoup plus haut du Bitcoin ou d'acheter beaucoup plus haut mes cryptoactifs préférés parce que j'ai le temps. Et je vois plutôt, moi, à 5 ans, plutôt que de voir à 2 mois, et puis on sera bien évidemment prêt, et gardons du cash si ça devait revenir. Mais il est vrai, et il est normal que lorsqu'on, probablement, on va commencer à faire des choses comme ça, qu'est-ce que j'avais envie d'acheter du Bitcoin à 16 000 $ ou à 15 000 $, et pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce qu'on n'avait pas les confirmations, et jusqu'à preuve du contraire, on est en train d'essayer de chercher un haut de range ici, et puis le cours, et il faut le comprendre, est 80% en range et 20% en tendance. On potentiellement, les range traders ou les gros portefeuilles, ou la smart money, vont poser ce qu'on appelle des tops provisoires pour aller chercher potentiellement des bas de range qui soient ici ou qui soient beaucoup plus tôt, bien évidemment, pour racheter des bas de range, se servir de la liquidité de personnes qui capitulent et qui ont peur et qui vendent leur Bitcoin dans la précipitation, généralement très très proche de support, entre guillemets, dynamique. Vous avez aussi, on l'avait vu hier avec la Kinjun aux alentours des 16 500 $ par exemple, ou 16 440 $, et derrière on se sert de ces poches de liquidité pour repousser le marché, et ça mettra tout le monde derrière, alors que les news étaient potentiellement bonnes, si vous voulez, par rapport à ce qu'on voit et non pas par rapport à ce que l'on croit. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Moralité, servez-vous des poches de liquidité, tout simplement. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Ça marche relativement bien dans ces périodes de volatilité. Ces périodes sont relativement rares, c'est 1 à 3 fois par mois. Je le rappelle aussi, parce que c'est toujours très intéressant de dire ça, il faut vraiment comprendre que sur les marchés financiers, 95% du temps,
le cours ne fait strictement rien. Le marché est la principale performance d'un actif financier. On peut prendre Bitcoin, on peut prendre le S&P 500, on peut prendre le Nasdaq, on peut prendre d'autres actions technologiques. 95% du temps, le cours ne fait strictement rien, ne fait que jouer sur les émotions. Et l'intégralité de la performance, ou 90% de la performance d'un actif financier, se fait 5% du temps. En somme, si vous le reprenez par rapport à une année entière, partez du principe qu'il faut être présent sur les marchés 10 jours par an. C'est ça la vérité. Il faut être présent sur les marchés financiers aux alentours des 10 à 15 jours par an pour profiter de l'intégralité ou de 90% de la performance d'un actif financier. Et vous pouvez très bien le voir si vous prenez en fait beaucoup de recul sur le Bitcoin. Vous vous dites, oui, effectivement, c'est pas faux, pour le coup, c'est le fameux c'est pas faux. On va tout effacer ici, je vais enlever le log. Derrière, vous voyez très bien que vous avez des énormes périodes d'accumulation et la performance se fait en un rien de temps. Donc vous avez 90% du temps, le cours ne fait rien. Généralement, ce sont des machines à laver et 10% du temps, le cours explose littéralement. On le voit également ici. Vous avez 90% du temps le cours qui est en train de rager, haut de range, bas de range, milieu de range, bas de range, crack Covid, etc. Grosse machine à laver. On fait beaucoup travailler les émotions et 10% du temps, vous avez des explosions littérales, etc., etc., etc. Où est notre range ici? Si nous avons un pullback, notre range serait potentiellement là-dedans, il faut le savoir. Hein. Vous avez un énorme range, on va chercher potentiellement le milieu de range, puis on va chercher potentiellement le bas de range, et puis la performance se fera 10% du temps. Que vous ayez acheté ici, 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 très probablement que vous serez potentiellement gagnant dans le temps. Dans le temps. Et c'est toujours la même moralité de ceux qui avaient acheté les 1000 $ ou les 1400 $ juste ici, ceux qui avaient acheté ici les 19 000 $ et qui auraient pu potentiellement acheter moins cher. Et ce sera exactement la même chose dans ce cycle tendanciellement haussier de fond. Les gens qui ont acheté ici les 69 000 $ et qui malheureusement ont perdu et capitulé dans une baisse inouïe, et aucun problème avec ça, hein, catalysé par plusieurs signes noirs, et probablement auront finalement eu raison. Beaucoup de chroniques d'Hermès dans ce sens-là. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve sur le Discord pour ceux que ça intéresse. Et je vous souhaite une bonne journée. À demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao!